Nous allons continuer notre tour d'horizon transtopique des friches et du territoire avec 4 invités. Carlota Darro, historienne de l'architecture, qui va nous emmener sur les traces d'un projet référence qui date des années 70, à l'initiative de Raymond Murray-Schaeffer, un compositeur canadien. Je sais qu'on peut qualifier, c'est lui l'inventeur du concept voilà, inventeur du concept de paysage sonore. Ensuite, Serge Koval, architecte, qui va nous parler de la crise du territoire et des paysages. La notion de crise étant un peu au cœur de l'intervention, puisque le problème du regard porté sur le territoire existant et il va nous montrer comment ce regard porté conditionne l'avenir de ce territoire et du projet, des projets éventuels. Et ensuite, nous terminerons avec Jean-Luc Brisson, artiste plasticien, professeur à l'école de paysage de Versailles, de Versailles à Marseille, qui nous parlera de l'évaporation motrice, qui est une invention artistique, donc qui est l'inventeur, et qui peut être une invention technique, on verra ça, et qui n'est pas sans rapport avec le temps qu'il fait, avec faire la sieste, avec s'embrasser, penser ou jouer. Et puis enfin, mais c'est le premier qu'on va entendre aujourd'hui, parce que donc, dans ce tour d'horizon, bien sûr, on voulait qu'il y ait la présence d'une voix. Le projet Transtopie se déroule sur un vrai territoire, donc il y a la présence d'une voix de ce vrai territoire, des Ardennes, plus particulièrement de Nouzonville. Et donc c'est Yannick Langrenet, que je remercie d'avoir répondu de manière si spontanée et enthousiaste à l'invitation qu'on lui a lancée. Donc Yannick Langrenet, qui est chef d'équipe, chaudronnier, compagnon chaudronnier, responsable syndical et adjoint au maire de Nouzonville, une petite commune au nord de Charleville-Mézières. Bien, donc je pense qu'on va continuer à explorer ces choses qu'on a un petit peu arpentées ce matin, et notamment la diversité à la fois du territoire, enfin, ou de la complexité des choses abordées, la richesse de ce sujet, et en même temps, comme on a pu l'apercevoir ce matin, en fin de discussion, en fin de matinée avec la discussion, déjà des choses, comment les choses s'articulent quand même, notamment entre cette problématique de la friche comme objet architectural et du territoire comme lieu de cet objet, et la place notamment des acteurs de ce lieu, dont nous a parlé Lorraine ce matin. Derrière les friches, il y a des gens, il y a un habitat, et qu'il faut toujours placer la friche au-delà du focal, c'est-à-dire placer la friche au cœur d'un bassin de vie. Je tiens à ne pas simplement mettre ça autour d'un bassin d'emploi, mais autour d'un bassin de vie. Moi, je viens d'une petite commune qu'on a appelée pendant longtemps le Creusot ardennais. De par la géographie même et de par la modification du paysage et la modification urbaine qui est imputable à l'industrie. C'est une petite vallée transversale à la Meuse, d'un petit affluent qui a servi de motricité à des machines-outils, donc dont on a modifié le cours, dont on a modifié le paysage de façon à se servir de cette énergie pour travailler. C'est une ville qui a été bâtie autour de la manufacture d'armes royale de Nouzonville, qui a fabriqué les fusils
qui ont libéré l'Amérique et qui ont fait l'indépendance de l'Amérique, et dont la dernière forge industrielle a été fermée par un fonds de pension américain. C'est des petites pirouettes de l'histoire, mais quand on le vit de l'intérieur, on ne le vit pas comme une pirouette, on le vit plutôt comme un affront. Ce paysage fait que vous avez au centre de votre bassin de vie votre outil de travail, avec sur les flancs de l'endroit où vous habitez les habitations ouvrières, et au-dessus les maisons des maîtres de forge, les maisons des patrons. Ce qui fait que toute la symbolique, tout le ressenti autour des friches qu'il y a à l'heure actuelle viennent du fait que de tout temps, dans toute l'éducation qu'on a reçue, à chaque fois que vous regardez en face chez vous, vous voyez votre outil de travail. Donc la forge, la valeur de travail, dans des territoires comme le nôtre, est élevée à ce qui pourrait être irrationnel, à une notion qui est presque celle de la religion. C'est-à-dire on existe parce qu'on travaille. Et notre friche, s'il y a une véritable volonté d'une partie de la population à l'heure actuelle de faire table rase des friches dans la vallée de la Meuse, c'est aussi, et inconsciemment, certainement, imputable au fait que c'est le reflet de l'échec de la dernière génération. Alors, moi je vais vous parler en fait, je vais vous raconter une histoire qui concerne un projet très ambitieux qui est né au Canada entre 1969 et 1975, et autour d'une question nouvelle pour l'époque, qui était celle du soundscape, c'est-à-dire ce qu'en français on a traduit par paysage sonore. Ce projet avait été donc créé, comme on vous a déjà annoncé, par un compositeur canadien qui s'appelait Raymond Murray Schafer, qui s'appelle Et je voulais insister au tout début de ma présentation sur le fait que, à la différence des autres intervenants, je pensais, j'allais traiter de quelque chose qui n'est pas vraiment très matériel. Et donc on allait toucher et sonder un peu une matière éphémère et impalpable, celle du son. Mais je me suis aperçue qu'en fait, je n'étais pas du tout dans une démarche originale et nouvelle, parce qu'on a vu que cette dimension-là du son, en effet, par d'autres moyens que la matière véritable, touche aussi à cette question de l'histoire des lieux et quelque part laisse des traces aussi. Vous montrez simplement les futures friches qui sont en train de se préparer à moyen ou long terme, à savoir tout ce qui est en rapport avec le pétrole, par exemple. Vous savez que le pétrole ne sera pas éternel, et un jour va se poser la question de ce que l'on fait des raffineries pétrole. Alors, regardez, très belles images. Ça a été dit ce matin aussi à propos du pavillonnaire ou des grands ensembles. La durée de vie d'une grande partie du périurbain est extrêmement limitée. Il n'y a aucune raison de penser que ce que l'on voit ici sera éternellement réhabilité, et encore là dans 20, 30, 40 ans, 10 ans peut-être. La question est encore plus cruciale pour le pavillonnaire, où on a là des habitants qui ont effectivement mis leurs sous dans une maison qui ne tiendra pas. Donc on a d'énormes territoires qui sont effectivement menacés à moyen ou long terme. Certains, un peu cyniques, vous diront c'est pas grave, ça ouvre d'énormes potentialités foncières. Les fonciers, c'est ça ouvre de nouveaux horizons. On va pouvoir reconstruire des trucs formidables autour des villes, parce que ces territoires sont gigantesques, et en même temps d'une telle médiocrité qu'on n'aura pas encore moins d'état d'âme pour les détruire qu'à l'égard d'un héritage industriel qui, lui, d'abord est extrêmement solide, beaucoup plus solide que ça, et peut présenter des qualités patrimoniales quand même plus certaines que les maisons de ce type. Voilà d'autres exemples des friches à venir, et ces magnifiques territoires en pleine action qui sont promus à un avenir assez sombre si on se projette un petit peu.